Arrêtez-vous une seconde, tout de suite. Détachez votre regard de l'écran et regardez la carte plastique dans votre portefeuille. Ou rappelez-vous cette sensation agréable, presque imperceptible, de vibration du smartphone, quand vous payez votre café du matin d'un simple contact. Cela semble de la magie. Cela semble le summum du confort. Les technologies nous ont libérés de la nécessité de porter dans nos poches du métal qui teinte et des billets sales. On nous dit que c'est du progrès. On nous dit que c'est de la liberté. Mais si vous regardez les chiffres secs, vous verrez une toute autre image. À cet instant précis, quand le terminal émet un bip approbateur, il ne s'agit pas simplement d'un échange d'argent contre un bien. À cet instant, un garrot invisible se resserre. Vous avez l'habitude de penser que c'est pour votre bien. On n'enseigne pas à l'école, on n'en parle pas aux informations du soir. Mais la vérité est que le modèle économique moderne est construit non pas sur la satisfaction de vos besoins, mais sur la création d'une dette éternelle, impayable. Posez-vous une question qui pourrait vous sembler gênante. À qui appartient vraiment votre vie ? Vous vous réveillez dans un appartement pour lequel vous paierez encore 20 ans. Vous montez dans une voiture qui appartient techniquement à la banque. Vous appelez avec un téléphone acheté à crédit. Même l'éducation, qui devait être votre ascenseur social, se transforme pour des millions de personnes en un boulet de prêt étudiant. À quel moment avons-nous franchi la ligne invisible et commencé à travailler non pas pour créer notre propre capital, mais exclusivement pour servir les intérêts ? Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas le résultat de vos erreurs personnelles ou de votre incapacité à planifier un budget. Le système n'est pas cassé. Il fonctionne exactement comme prévu par les architectes de la nouvelle réalité. Nous vivons à l'époque de la plus grande substitution de concepts de l'histoire de l'humanité, quand l'esclavage financier a été renommé accessibilité financière, et la vie à crédit appelée haut niveau de vie. Vous ne remarquez même pas comment vous payez pour cela chaque jour. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Nous sommes devenus la première génération de l'histoire à accepter volontairement la transparence totale de nos dépenses en échange de cashback et de bonus. Les corporations transnationales et les conglomérats bancaires en savent plus sur vous que vos proches. Ils savent quand vous avez faim, quand vous êtes déprimé, quand vous êtes enclin aux achats impulsifs. Le scoring de crédit, cet analogue numérique du karma, détermine vos opportunités avant même que vous ayez pu les réaliser. Cela s'appelle l'asymétrie d'information. Il vous voit à nu grâce aux algorithmes du big data, tandis que vous ne voyez que l'interface lustrée de l'application mobile, où le bouton « Prendre un crédit » est toujours plus lumineux et plus grand que le bouton « Fermer le compte ». Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous ressentent une culpabilité irrationnelle quand ils ne peuvent pas s'offrir l'achat suivant. Nous avons honte d'être insolvables. Cette honte est aussi un produit de l'ingénierie. On nous a vendu la dépendance sous couvert de commodité. Si autrefois l'économie reposait sur la formule « marchandise, argent, marchandise », aujourd'hui la dette est au centre de l'équation. La dette est devenue l'actif principal du système financier mondial. Plus vous devez, plus vous êtes précieux pour le système en tant que ressource. Une personne sans dette, qui ne dépense que ce qu'elle a gagné, est pratiquement inutile pour l'économie bancaire moderne. C'est une erreur dans la matrice et ne génère pas de profit à partir de rien. Le citoyen idéal aujourd'hui est celui qui dépense des revenus futurs qu'il n'a pas encore reçus, sur des biens dont il n'a pas besoin, pour impressionner des gens qu'il ne connaît pas. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Car ce n'était pas toujours ainsi. Vos grands-pères et vos grands-mères vivaient dans une toute autre paradigme. Ils épargnaient pour acheter. Nous achetons pour peut-être rembourser plus tard. Ce basculement tectonique dans la conscience n'est pas arrivé de lui-même. C'était le résultat d'un calcul financier froid, cynique et brillamment exécuté. Pour comprendre l'ampleur du piège, nous devons remonter le temps en arrière et examiner les mécanismes qui ont été mis en place bien avant l'apparition d'Internet et des smartphones. Nous devons regarder comment les États souverains,
détenteurs de toute la plénitude du pouvoir, ont cédé pas à pas leur position face à un nouveau joueur, le capital financier transnational. Nous avons l'habitude de penser que l'État est la force suprême, que les présidents et les parlements écrivent les lois selon lesquelles fonctionnent les marchés. Mais que se passerait-il si je vous disais que dans la hiérarchie du pouvoir moderne, les leaders politiques occupent seulement le rôle de manager de niveau intermédiaire? Le vrai pouvoir ne se mesure pas au nombre de tanks, ni à la superficie des territoires. Le vrai pouvoir, c'est le droit d'émettre de la monnaie et de déterminer le coût de la dette. Et ce pouvoir n'appartient plus au peuple depuis longtemps. Il est concentré entre les mains de structures dont les noms ne disent rien au commun des mortels, mais dont les décisions déterminent le prix du pain à l'épicerie et le taux de votre hypothèque. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec les francs-maçons ou les loges secrètes. Tout est bien plus effrayant, parce que tout cela se passe ouvertement, sur les pages des bulletins économiques et dans les salles d'audience des tribunaux. C'est simplement écrit dans un langage délibérément compliqué, au point que vous n'aurez jamais envie d'essayer de le comprendre. La sensation de vulnérabilité que vous ressentez peut-être en regardant les prix croissants et les salaires stagnants n'est pas de la paranoïa. C'est la réaction correcte d'un organisme sain face à un environnement hostile. Nous sommes au cœur d'une gigantesque expérience de redistribution des richesses où la classe moyenne est détruite en tant que phénomène, cédant la place à une nouvelle forme de féodalisme. Seulement, au lieu de terres seigneuriales, on nous attache à des contrats de crédit. Au lieu de chaînes, on utilise des obligations juridiques dont l'exécution est garantie par toute la puissance de l'appareil d'État répressif. La police, les tribunaux, les huissiers, tous en substance servent les intérêts des créanciers, assurant un flux ininterrompu de paiement du bas vers le haut. Vous pourriez penser que c'est une exagération, que vous pouvez quitter le jeu à tout moment. Mais essayez de vivre dans une mégalopole moderne sans compte bancaire, sans historique de crédit, seulement en espèces. Vous découvrirez que le système commencera à vous rejeter. Vous ne pourrez pas louer un logement, acheter un billet d'avion, payer un abonnement à des services. On vous transformera en paria. C'est cela, l'illusion du choix. On vous propose des centaines de banques, des milliers de tarifs, des millions de produits. Mais vous n'avez pas l'option de ne pas participer à cette course. La sortie du système est payante, et son prix est la mort sociale. Mais le plus paradoxal dans cette histoire, c'est que nous finançons nous-mêmes notre asservissement. L'argent que nous apportons aux banques contre des intérêts minimes, ces mêmes banques l'utilisent pour faire du lobbying en faveur de lois qui restreignent nos droits. Nos économies de retraite sont investies dans des corporations qui optimisent les impôts et suppriment des emplois pour les rapports trimestriels. Nous nourrissons le léviathan de notre propre sang. Remontons le fil de l'histoire en arrière, au moment où les fondations de l'Ancien Monde ont commencé à se fissurer. Cela ne s'est pas produit en une nuit, mais ce processus a un point de départ concret que les économistes appellent le choc Nixon. Le 15 août 1971, le président des États-Unis d'Amérique a annoncé la suspension temporaire de la convertibilité du dollar en or. Cette temporaire dure encore aujourd'hui. Ce jour-là, l'argent a cessé d'être l'équivalent d'un métal réel et s'est transformé en monnaie fiat, adossée uniquement à la confiance dans l'État et sa capacité à collecter des impôts. On pourrait penser que c'est un événement ennuyeux d'un manuel d'histoire, mais c'est précisément lui qui a ouvert les vannes pour une émission infinie. À partir de ce moment, la machine à imprimer n'était plus limitée par les réserves physiques d'or. Les banquiers ont obtenu la possibilité de créer de l'argent, littéralement de l'air, en accordant des crédits. Mais en soi, cela n'était pas encore un piège. Le piège s'est refermé plus tard, quand a commencé l'époque de la grande dérégulation.
Dans les années 80 et 90 du siècle dernier, une révolution silencieuse s'est produite, que les citoyens ordinaires en manquaient, occupés par leurs affaires quotidiennes. Le lobby financier, renforcé par les nouveaux fonds, a lancé une attaque planifiée sur la législation limitant les spéculations. Le moment clé a été l'abrogation de la loi Glass-Steagall en 1999 aux États-Unis d'Amérique. Cette loi, adoptée encore à l'époque de la Grande Dépression, interdisait aux banques commerciales, où les gens stockaient leurs économies, de jouer en bourse avec des risques élevés. Elle était un mur entre votre dépôt et le casino de Wall Street. Ce mur a été démoli, et cela a été fait de manière absolument ouverte, sous les applaudissements des économistes, qui assuraient que c'était une modernisation du système, nécessaire pour la concurrence globale. On nous disait que les marchés avaient besoin de liberté pour s'auto-réguler. En réalité, cela signifiait la légalisation des jeux d'argent sur l'argent des déposants. Les banques ont commencé à fusionner en de gigantesques conglomérats, se transformant en monstres qui étaient déjà alors trop grands pour être gérés efficacement, mais trop rentables pour être arrêtés. C'est précisément à cette période qu'a eu lieu la substitution de concepts qui a changé l'essence même du capitalisme. Si auparavant la base de l'économie était considérée comme la production industrielle, la création de biens réels, de machines, d'automobiles, de vêtements, alors maintenant le capitalisme financier est monté sur le trône. L'argent a commencé à faire de l'argent, en contournant l'étape de production des biens. Pourquoi construire une usine qui s'amortira en 10 ans si on peut faire tourner des milliards sur le marché des dérivés et obtenir un profit ici et maintenant? L'économie industrielle, où l'on valorisait le dur labeur des ingénieurs et des ouvriers, s'est transformée en économie du crédit, où le héros est devenu le trader et le banquier. Notez comme notre langage et notre culture ont changé. La vie à crédit a cessé d'être quelque chose de honteux, comme c'était encore il y a 50 ans. Elle est devenue la norme, et même plus que cela, un signe de succès. La limite de crédit sur la carte est devenue la mesure de votre statut social. On nous a vendu l'idée que l'accès à l'argent des autres est précisément la liberté financière. Mais c'est un mensonge. La liberté, c'est l'absence d'obligation. Le crédit, c'est la vente de son temps et de son travail futur, et ce, à un prix que vous ne fixez pas. Ce basculement n'a pas eu lieu en secret. Des dizaines de milliers de pages de nouvelles lois et d'amendements étaient rédigées par les juristes des corporations, puis transmises à la signature des politiciens. Cela s'appelle le lobbying, et dans de nombreux pays, c'est une activité parfaitement légale. Des corporations ont investi des centaines de millions de dollars dans les campagnes électorales pour ensuite obtenir des trillions sous forme d'avantages fiscaux et d'assouplissement de la surveillance. La personne ordinaire ne pouvait tout simplement pas comprendre l'essence de ces changements, parce qu'ils étaient emballés dans une terminologie économique et juridique si complexe que même les spécialistes passaient des semaines à décrypter un seul paragraphe. C'était une stratégie d'embrouillement. Pendant que vous essayez de comprendre ce qu'est l'effet de levier et la titrisation des actifs, les règles du jeu avaient déjà changé à votre désavantage. Regardez les graphiques de la croissance des salaires réels et de la productivité du travail à partir des années 70. Jusqu'à ce moment, ils croissaient de manière synchrone. Plus d'employés travaillaient efficacement, plus ils gagnaient. Mais après l'abandon de l'étalon or et le début de la financiarisation, ces lignes se sont écartées à jamais. La productivité continuait de croître. Les technologies rendaient le travail plus efficace, mais les revenus réels de la classe moyenne se sont figés sur place, ou ont même commencé à baisser. Où est passée la différence? Elle est montée vers le haut, dans les poches des propriétaires de capitaux et des cadres supérieurs des structures financières. Mais pour que les gens ne ressentent pas l'appauvrissement et ne sortent pas dans les rues avec des fourches, le système avait besoin d'une solution. Et la solution a été trouvée. Le crédit bon marché.
On ne vous a pas augmenté le salaire, mais on vous a donné une carte de crédit. Vous ne pouvez pas épargner pour une maison, mais on vous accorde une hypothèque avec un apport initial minimal. L'illusion du bien-être a été préservée. Vous pouviez continuer à consommer, soutenant l'économie, mais désormais, vous le faisiez non pas avec ce que vous aviez gagné, mais avec ce que vous aviez emprunté. La consommation, qui était auparavant une récompense pour le travail, est devenue une obligation pour maintenir la croissance du PIB. L'hyperconsommation a été déclarée une haut niveau de vie, alors qu'en réalité ce n'était qu'une course dans une roue qui s'accélérait chaque année. Nous avons assisté à la naissance du marché des dérivés, instruments financiers dérivés. C'est, en substance, des paris sur des paris. Les banquiers ont commencé à vendre et revendre des risques, en emballant des dettes pourries dans de jolies enveloppes avec une notation de fiabilité maximale. L'économie s'est détachée de la réalité. Le volume des engagements financiers dans le monde a dépassé de plusieurs fois le volume du produit intérieur brut mondial réel. C'est une gigantesque bulle qui se gonfle chaque jour. Et le plus effrayant, c'est que nous y sommes à l'intérieur, vous et moi. Nous avons l'habitude que le système fonctionne. Nous appuyons sur un bouton et nous obtenons le résultat. Mais cette stabilité est achetée au prix d'un risque colossal qui a été transféré sur les épaules de la société. Les banques transnationales sont devenues plus fortes que les États, précisément parce qu'elles contrôlent les flux de cette dette. L'État peut imprimer de l'argent, mais seule la banque décide à qui et à quelles conditions le distribuer. Les politiciens viennent et partent, dépendant des cycles électoraux, tandis que les institutions financières restent, en élaborant des stratégies sur des décennies. Elles ont créé une architecture dans laquelle toute loi menaçant leur profit est immédiatement déclarée une menace pour l'économie entière. Le chantage est devenu une forme de négociation d'affaires. Si vous nous touchez, tout s'effondre. Tel est leur principal argument. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas un complot d'un petit groupe de personnes dans une pièce sombre. C'est une logique systémique élevée à l'absolu. Quand le profit est placé au-dessus de tout, quand l'argent devient une marchandise et non un moyen d'échange, l'humanité tombe inévitablement dans ce tourbillon. Nous avons nous-mêmes accepté ces règles quand, pour la première fois, nous nous sommes réjouis de la possibilité d'acheter un bien sur lequel nous n'avions pas encore gagné. Nous avons troqué la patience et l'épargne contre une satisfaction immédiate, sans lire la petite ligne en bas du contrat. Et maintenant que le piège s'est refermé, nous découvrons avec surprise que les parois de cette cage sont faites d'or, mais cela ne cesse pas d'en faire une cage. Maintenant que nous avons compris le contexte historique, regardons sous le capot de cette machine. Laissez les émotions à la porte. Nous aurons besoin uniquement d'une logique froide et d'une calculatrice. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les banques vous proposent si insistamment des cartes de crédit avec une période de grâce? Pourquoi recevez-vous des notifications de crédit préapprouvées précisément quand l'argent sur votre compte s'épuise? Ce n'est ni de la sollicitude, ni une coïncidence. C'est le travail d'algorithmes réglés pour maximiser les profits via votre vulnérabilité. À la base de ce système repose un concept mathématique qu'Albert Einstein appelait la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Pour l'investisseur, c'est un miracle qui permet au capital de croître de manière exponentielle. Mais pour le débiteur, les intérêts composés sont le 8e cercle de l'enfer. C'est un mécanisme qui transforme même une petite dette en servitude à vie. Il n'est pas avantageux pour les banques que vous remboursiez le crédit avant terme. Le client idéal pour une banque n'est pas celui qui ferme toutes ses dettes à temps, mais celui qui effectue fidèlement seulement le paiement minimum. À ce moment, vous entrez dans la zone grise. Vous payez en apparence, mais le principal de votre dette diminue pratiquement pas. Vous ne faites que couvrir les intérêts, devenant une source éternelle de revenus pour l'organisation financière. C'est la forme moderne de la corvée. Vous travaillez, créez un produit ou un service réel,
recevez un salaire et en donnez immédiatement une part substantielle pour le droit d'utiliser de l'argent que la banque a créé d'un simple clic. Mais la pression financière n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous l'eau se cache un immense système de contrôle numérique que nous appelons le scoring de crédit. C'est votre passeport numérique, votre appartenance de caste dans le nouveau monde. Si auparavant la réputation d'une personne reposait sur sa parole honnête et ses actes, maintenant, c'est un algorithme sans âme qui vous évalue. Il analyse des milliers de paramètres. Où vous vivez, quel site vous visitez, à quelle fréquence vous changez de numéro de téléphone, et même la vitesse à laquelle vous tapez du texte sur le clavier. Vous pensez simplement remplir un formulaire, mais en réalité, vous passez un test de soumission et de prévisibilité. Le système élimine ceux qui ne rentrent pas dans le modèle du consommateur idéal. Si vous refusez par principe de prendre des crédits, vous êtes suspect pour le système. Vous n'avez pas d'historique de crédit, donc vous êtes imprévisible. On ne peut pas vous calculer. On ne peut pas gagner d'argent sur vous. C'est ici que nous arrivons à la question principale. À qui cela profite ? Beaucoup cherchent la réponse dans les théories du complot, imaginant un gouvernement secret qui tire les ficelles. La réalité est bien plus banale, et donc plus effrayante. Il n'y a pas de cabinet secret. Il y a d'immenses investisseurs institutionnels, hedge funds, fonds de pension, géants de l'assurance. Leur objectif est inscrit dans les statuts, maximiser les profits pour les actionnaires. Dans cette logique, il n'y a pas de place pour l'humanité ou la morale. L'être humain n'est pour eux qu'une unité générant un flux monétaire. Leur tâche est de rendre ce flux stable et croissant. C'est précisément pourquoi toute l'économie moderne se restructure du modèle d'achat unique vers le modèle d'abonnement. Vous n'achetez plus de films, vous vous abonnez au streaming. Vous n'achetez plus de logiciels, vous payez une licence chaque mois. Bientôt, vous n'achèterez plus de voitures, mais vous vous abonnerez à l'autopilote. L'objectif de cette transformation est de vous priver du droit de propriété et de vous transformer en locataire éternel de votre propre vie. Regardez comment la structure du marché change après chaque grande crise économique. Rappelez-vous la crise de 2008 ou la pandémie récente. On nous dit que la crise est un malheur pour tous, mais si vous regardez les rapports financiers, vous verrez une autre image. Pour les petites entreprises et les gens ordinaires, la crise est une catastrophe, la perte d'épargne et la faillite. Mais pour les grands acteurs, dotés de réserves de liquidités, la crise est une saison de solde. C'est le temps de la grande moisson. Quand les marchés chutent, les corporations transnationales rachètent les concurrents et les actifs dépréciés pour une bouchée de pain. Se produit une consolidation rapide et impitoyable du capital. Les riches deviennent surriches et la classe moyenne glisse vers la pauvreté. Ce n'est pas un dysfonctionnement du système, c'est sa fonction inhérente. Les crises nettoient le marché, non pas des entreprises inefficaces, mais des faibles qui n'ont pas accès à l'argent bon marché des banques centrales. Nous tombons dans un cercle vicieux. Pour survivre dans un contexte d'inflation constante et de prix croissants, on nous force à travailler plus. Mais l'argent gagné est rongé par la hausse du coût de la vie, provoquée par l'émission de nouvelles monnaies. Le stress des heures supplémentaires, nous le dissipons par la consommation. Nous achetons de nouveaux gadgets, des vêtements, des divertissements dictés par la mode et la publicité. Et pour acheter tout cela, nous prenons à nouveau des crédits ou des paiements échelonnés. Les marketeurs et les économistes comportementaux, travaillant pour les corporations, en savent plus sur les boutons dans votre cerveau que vous-même. Ils savent comment déclencher une libération de dopamine, comment vous faire sentir comme un perdant sans le nouveau modèle de téléphone. C'est une guerre pour votre attention et votre portefeuille, menée 24 heures sur 24, sans pause ni jour férié. Dans cette guerre, vous êtes désarmés, et contre vous s'opposent des super-ordinateurs et des équipes des meilleurs psychologues du monde.
Les profits du secteur bancaire croissent chaque année, indépendamment de la croissance de l'économie réelle. Les banques se sont transformées en aspirateurs qui pompent les ressources du secteur réel. Une entreprise industrielle peut fonctionner avec une rentabilité de 5 ou 10%, tandis que les spéculations financières rapportent des dizaines et des centaines de pourcents. Naturellement, le capital fuit vers là où c'est plus rentable. Les usines ferment, des villes entières périclitent. Mais à la place des bâtiments industriels, surgissent des centres commerciaux et des bureaux d'organisation de microfinance. C'est le paysage de la nouvelle économie, les ruines de la production et les temples de la consommation. Le plus étonnant, c'est que nous ne sommes pas simplement des victimes passives. Nous soutenons nous-mêmes ce système, en acceptant ses règles chaque fois que nous cochons la case « J'accepte les conditions d'utilisation » sans lire le texte. Nous avons cédé notre vie privée en échange de services gratuits, sans comprendre que si le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. Nos données sont vendues et revendues pour cibler encore plus précisément sur nous des offres publicitaires dont nous ne pourrons pas refuser. Le cercle se referme. L'être humain devient absolument transparent pour le système, tandis que le système devient de plus en plus fermé et incompréhensible pour l'être humain. Nous sommes arrivés à la chapitre la plus sombre et cynique de notre enquête. C'est le moment de vérité, quand des masques ont été définitivement arrachés et la théorie économique confrontée à la dure réalité du chantage politique. Dans la doctrine financière moderne, existe un terme qui sonne comme un arrêt de mort pour le bon sens. Trop grand pour faire faillite. Première fois largement énoncé par le congressman Stuart McKinney, encore dans les années 80 du XXe siècle, il est devenu la constitution tacite du nouvel ordre mondial. Ce n'est pas simplement une catégorie économique. C'est une indulgence, une immunité contre la responsabilité, délivrée aux joueurs les plus dangereux et risqués du marché. Imaginez un casino où aux joueurs est permis de faire absolument n'importe quelle mise, aussi folle soit-elle, en connaissant une simple règle. S'il gagne, il emporte toutes les jetons pour lui et achète un nouveau yacht. Mais s'il perd, le casino lui rembourse l'argent aux frais des autres visiteurs qui n'ont même pas approché la table de jeu. Ça sonne comme le délire d'un fou ou un scénario de dystopie, mais c'est exactement ainsi que fonctionne le système bancaire global moderne depuis le début du XXe siècle. Ce phénomène s'appelle privatisation des profits et nationalisation des pertes. Et vous, peut-être sans le savoir et sans le vouloir, êtes le principal sponsor de ce banquet infini. Rappelez-vous 2008. L'économie mondiale se tenait au bord du gouffre après la chute de la banque Lehman Brothers. La panique a envahi les marchés de New York à Tokyo. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Au lieu de laisser la main invisible du marché punir ceux qui prenaient de mauvaises décisions, au lieu de laisser faire faillite les banques qui accumulaient des dettes toxiques, les gouvernements des principaux pays du monde ont ouvert leur portefeuille. Plus précisément, ils ont ouvert vos portefeuilles. Les banques centrales ont lancé une émission sans précédent. Des trillions de dollars, d'euros et de yens ont été imprimés pour racheter aux banques commerciales leurs actifs dépréciés. Ces mêmes obligations hypothécaires pourries que les financiers avaient eux-mêmes créées dans la course à la surprofit. C'était le plus grand transfert de richesse de l'histoire de l'humanité. Mais il était dirigé dans le sens inverse. Des pauvres et de la classe moyenne vers les riches. L'homme ordinaire, qui a perdu son emploi ou sa maison pendant la crise à cause de son incapacité à payer son hypothèque, s'est retrouvé seul face à son malheur. Aucun fonctionnaire d'État n'est venu chez lui avec une valise d'argent. On l'a simplement expulsé dans la rue. Mais les top managers et les banquiers, dont l'avidité et l'irresponsabilité ont mené le système mondial à la catastrophe, non seulement ont conservé leur poste, mais ont reçu des bonus multimillionnaires à la fin de l'année. Pourquoi les États se sont-ils abaissés à cela? Pourquoi les gouvernements démocratiques ont-ils trahi leurs électeurs pour sauver une poignée de corporations financières?
parce qu'ils étaient pris en otage. À ce moment-là, l'architecture du système financier avait été construite de telle manière que la chute d'une seule banque systémiquement importante entraînerait une réaction en chaîne capable de détruire toute l'économie réelle en quelques jours. C'est là que réside le piège. Les banquiers du monde ont créé une situation dans laquelle leur existence est devenue indissociable de l'existence des États. Si les géants étaient tombés, les paiements se seraient arrêtés dans le monde entier. Les distributeurs automatiques auraient cessé de distribuer de l'argent liquide. Les cartes seraient devenues du plastique inutile. Les magasins se seraient vidés en 3 jours à cause de la rupture des chaînes logistiques. Les usines se seraient arrêtées. Les livraisons de médicaments et de carburant auraient cessé. C'était un vrai pistolet braqué sur la tempe de la société. Et la détente était tenue par les financiers de Wall Street et de la City de Londres. Les élites ont compris qu'elles ne contrôlaient plus la situation. L'État, ce gigantesque léviathan capable de mener des guerres, de changer des frontières et d'écrire des lois, s'est révélé impuissant face au tableau Excel d'une banque transnationale. Les politiciens ont été forcés de sauver leur geôlier pour que la prison ne leur tombe pas sur la tête, ensevelissant à la fois les gardiens et les prisonniers. Nous avons construit une infrastructure de subsistance qui dépend entièrement de l'intérêt privé et du capital spéculatif. Le crédit est le sang de l'économie moderne. Si le cœur s'arrête, tout l'organisme meurt. C'est pourquoi, quand les banquiers disent aux fonctionnaires gouvernementaux « Donnez-nous vos impôts, sinon ce sera la fin du monde », ils ne bluffent pas. Ils ont vraiment créé une machine financière du jugement dernier. Mais le plus effrayant n'est pas le fait du sauvetage lui-même, mais ce qui s'est passé après. Pensez-vous que des leçons ont été tirées? Pensez-vous que le système a été divisé pour le rendre plus sûr? Non. Après l'injection d'argent public, cette machine est devenue seulement plus puissante et plus dangereuse. Ces institutions financières, qui étaient trop grandes pour faire faillite en 2008, sont aujourd'hui encore plus grandes. Ils ont absorbé les concurrents plus petits, qui n'ont pas reçu d'aide de l'État et ont été forcés de se vendre pour une bouchée de pain. La concentration du capital a atteint des maximums historiques. Si 15 ans auparavant, le risque systémique était réparti entre une dizaine de grands acteurs, maintenant, il est concentré entre les mains de 3 à 4 mégacorporations dans chaque pays développé. Cela rend le système non pas plus stable, mais incroyablement fragile, comme un gigantesque vase en cristal posé au bord même de la table pendant un tremblement de terre. Vous vous demandez sûrement, en quoi cela me concerne-t-il? Puisque je ne joue pas en bourse, je n'ai pas d'action, je vais simplement au travail et je reçois un salaire. Mais la vérité est que vous payez pour ce sauvetage chaque fois que vous entrez dans un magasin d'alimentation. Ces trillions injectés dans les bilans des banques n'ont pas disparu sans trace. Ils se sont dissous dans l'économie, érodant la valeur de vos monnaies. L'inflation que vous observez sur les étiquettes de prix n'est ni une catastrophe naturelle, ni le résultat de l'avidité du vendeur du coin. C'est un impôt caché, qui n'a pas besoin d'être approuvé au Parlement lors d'audiences publiques. Les prix augmentent non pas parce que les biens sont devenus meilleurs ou de meilleure qualité, mais parce qu'il y a trop d'argent dans le système et qu'il n'est plus adossé à un travail ou une production réelle. Il est adossé à des dettes qui ne seront jamais remboursées. Vous êtes forcé de travailler plus et plus intensivement seulement pour acheter la même quantité de nourriture ou d'essence qu'il y a 5 ans. Le pouvoir d'achat de votre salaire fond à vue d'œil, parce que c'est avec ces monnaies dévaluées qu'on paie la stabilité des bilans bancaires. C'est un vol invisible de votre temps, de votre travail et de votre énergie vitale. Nous vivons dans un monde inversé du miroir, où la vertu traditionnelle de l'épargne est punie par la dévaluation des économies, tandis que l'irresponsabilité et l'aventurisme sont récompensés par le soutien de l'État. C'est l'érosion morale du fondement même du capitalisme. Le marché, qui était censé être un juge dur mais juste, éliminant les inefficaces,
s'est transformée en auge fermée pour les élus. Le concept de risque a disparu pour le sommet de la pyramide financière. Si vous savez fermement que vous serez sauvé quoi qu'il arrive aux frais des contribuables, vous risquerez infiniment, en mettant en jeu le destin de nations entières. Cela s'appelle le risque moral, et il ronge l'économie de l'intérieur, comme la rouille ronge l'acier. Réfléchissez à ceci. Les lois de la mathématique ne peuvent pas être trompées éternellement. La montagne de dette ne peut pas monter jusqu'au ciel. Tôt ou tard, arrivera le moment où les intérêts composés engloutiront tout le revenu mondial. Mais tant que la musique joue, on nous propose de danser. On nous propose de prendre un autre crédit pour payer les intérêts du précédent. On nous propose une hypothèque sur 40 ans que nos enfants devront peut-être rembourser. On nous convainc, à travers tous les canaux médiatiques, qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est le seul chemin possible de développement de la civilisation. Mais l'histoire nous enseigne le contraire. Les empires construits sur la dévaluation de la monnaie et la dette infinie finissent toujours de la même manière. Nous sommes devenus les otages d'un confort acheté à crédit. Et nous craignons de perdre ce niveau de vie illusoire, en fermant les yeux sur la façon dont le système broie notre avenir. La cage ne s'est pas refermée au moment où vous avez signé le contrat de crédit. Elle s'est refermée quand la société a tacitement accepté que les intérêts du capital financier priment sur les intérêts de l'homme du travail. Car nous avons permis qu'on nous convainque que le sauvetage d'une banque privée aux frais de nos impôts communs est un acte de patriotisme et de nécessité étatique. Maintenant, chacun de nous porte sur ses épaules une partie de ce fardeau global, insurmontable, des erreurs des banquiers. Et le jeter bas sans détruire toute la construction est déjà pratiquement impossible. La question est seulement de savoir quand cette construction s'effondrera sous son propre poids et qui se trouvera sous ses décombres. Les États, que nous avons l'habitude de considérer comme les garants de notre sécurité et de notre stabilité, sont eux-mêmes devenus les otages de ce jeu. Regardez la dette publique de n'importe quel pays développé. Des chiffres à 12 zéros. Ce n'est pas simplement une statistique abstraite. C'est la laisse avec laquelle les marchés financiers tiennent les gouvernements. Un politicien ne peut pas prendre une décision qui déplaise aux créanciers, parce que alors, les taux sur les obligations d'État augmenteraient, le budget s'effondrerait et le chaos s'installerait. La démocratie, dans son sens classique, se transforme en théâtre, où le scénario est écrit par les agences de notation et les acteurs ne font que réciter l'inévitable. Les décisions réelles sont prises dans le silence des bureaux fermés, où l'on discute des conditions de refinancement, et non lors de débats publics. Mais la plus grande tragédie n'est pas que les élites aient perdu le contrôle. La tragédie est que nous avons nous-mêmes remis les clés de notre liberté. Nous nous sommes tellement habitués au confort, à la possibilité d'obtenir ce que nous désirons ici et maintenant, que nous avons cessé de poser des questions sur le prix. Nous avons échangé notre vie privée contre des messagers gratuits, notre indépendance financière contre un crédit accessible, et notre pensée critique contre un flux infini de nouvelles formées par des algorithmes. Le système ne nous force pas par la violence. Il nous séduit. Il murmure « Prends maintenant, paye plus tard ». Il dit « Tu le mérites ». Et nous acceptons, en signant un nouveau contrat, sans lire la petite ligne en bas, où il est dit que nous vendons, en substance, notre avenir. Le coût philosophique réside dans le fait que cette cage n'est pas verrouillée de l'extérieur. La porte est ouverte. Les murs qui, nous semble-t-il, nous entourent, sont construits de nos propres peurs et habitudes. Nous craignons de paraître non réussis. Nous craignons de sortir du social qui évalue l'homme par la marque de ses vêtements et l'année de sortie de sa voiture. Cette peur est l'actif principal des corporations transnationales. Tant que vous craignez de rester en arrière dans la course à la consommation, vous courrez dans la roue, générant de l'énergie pour le système qui vous exploite. Votre anxiété est leur profit.
Votre insécurité face à demain est la garantie que vous prendrez un crédit aujourd'hui. Cependant, la prise de conscience du problème est déjà la moitié de la solution. Le système est fort exactement dans la mesure où nous y croyons et y participons. Les banques transnationales sont puissantes, mais elles ne peuvent pas vous forcer à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Elles ne peuvent pas vous forcer à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Le pouvoir du consommateur est la seule autorité qu'on ne peut pas nous enlever légalement. Mais pour en user, il faut accomplir le geste le plus difficile de la vie moderne. S'arrêter. Cesser de courir. Sortir du mode automatique dans lequel vit la majorité des gens. Posez-vous la question. Avez-vous vraiment besoin de nouveaux téléphones chaque année? Avez-vous vraiment besoin d'un appartement qui vous enchaînera pendant 30 ans? Ou y a-t-il d'autres options? Que se passera-t-il si vous commencez à vivre selon vos moyens, en ignorant le bruit marketing envahissant? Ce n'est pas un appel à partir dans les bois et à renoncer à la civilisation. C'est un appel à la conscience. La littératie financière n'est pas l'art de jouer en bourse, mais l'art de dire non à ces impulsions imposées de l'extérieur. C'est la compréhension de la façon dont les intérêts composés fonctionnent, non seulement contre vous, mais aussi pour vous. Chaque rouble que vous n'avez pas dépensé en consommation imposée est votre voix contre le système de la dette infinie. Chaque crédit que vous n'avez pas pris rend le système bancaire un peu moins omnipotent. Chaque décision prise à froid, et non sous l'influence des émotions, vous rend un peu de souveraineté. Nous ne pouvons pas détruire cette machine globale en un jour. Elle est trop immense, trop inerte et trop profondément enracinée dans notre réalité. Mais nous pouvons cesser d'être son carburant docile. Nous pouvons construire des communautés locales, soutenir le vrai petit business et non les réseaux corporatifs, et investir dans nos compétences et notre santé, et non dans des babioles statutaires. Le système compte sur votre passivité et votre ignorance. Il compte sur le fait que vous ne regarderez jamais cette vidéo jusqu'au bout et ne réfléchirez pas à la nature de l'argent dans votre poche. Il espère que demain vous vous réveillerez à nouveau, prendrez votre smartphone en main et continuerez à faire défiler le flux, achetant, consommant et empruntant. Le choix, comme toujours, est entre vos mains. L'illusion du choix qu'on nous a vendu s'effrite au moment où vous commencez à comprendre les règles du jeu. Maintenant, vous les connaissez. Vous avez vu le mécanisme de l'intérieur.